Eh bien, bonjour Emma. Bonjour Maximilien. Aujourd'hui, tu viens nous parler des Carnets du sous-sol de Dostoïevski. Est-ce que tu peux nous dire, avant de commencer, de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous résumer globalement l'intrigue? Alors, bon, il n'y en a pas forcément, mais des Carnets du sous-sol. Alors en effet, il n'y a pas vraiment d'intrigue. En tout cas, il est divisé, c'est un récit, c'est plutôt un journal dégueulé à la face du monde, à la face du lecteur, de la part d'un narrateur qui est, on pourrait dire, haineux, plein de ressentiments. Et c'est un récit qui est découpé en deux parties. La première partie qui s'appelle Le sous-sol, où là c'est une logorrhée verbale, on assiste à une logorrhée verbale de la part du narrateur qui digresse sur divers sujets qu'on pourrait considérer comme philosophiques. Et la deuxième partie est une incarnation dans des scènes qu'on pourrait qualifier de mondaines, en tout cas extérieures au sous-sol. Cette deuxième partie s'appelle Sur la neige mouillée. Où on voit le narrateur évoluer dans un monde social et incarner en fait tous les méandres de sa conscience qu'il avait exposés dans la première partie. À quel âge et comment tu as découvert ce livre? Alors j'ai découvert ce livre quand j'avais 15 ans, parce que j'étais amoureuse. J'étais amoureuse d'un homme qui était passionné par Dostoïevski. C'était quelqu'un qui était russophone et russophile. Et il m'avait parlé des Carnets du sous-sol avec exaltation. Et j'ai décidé de les lire au moment où ce garçon est parti vivre en Russie. Donc je savais que je n'allais plus jamais le revoir. Et en fait, donc j'ai lu les Carnets du sous-sol plus pour avoir le sentiment de continuer à être auprès de lui, auprès de ce garçon, que par vraiment réel intérêt. Et donc je l'ai lu en plus, donc l'été, ça c'est important, en pleine canicule, ce qui n'est pas forcément propice à une lecture de Dostoïevski où tous les personnages sont en proie au grand froid et à l'humidité. Quand j'ai relu le livre pour l'épisode, j'étais au café. Il y a la serveuse qui m'a dit que ça se lisait en hiver. Elle a complètement raison. Mais c'est bien, ça a fait un contre-effet, c'est que ça m'a refroidi complètement. J'étais immobilisée par une opération des ligaments croisés. Et donc j'ai eu la chance en fait des conditions matérielles qui me permettaient de lire en continu en fait cette œuvre. Et c'est important puisque comme je vous l'ai dit, c'est une logorrhée. C'est important de pouvoir se laisser glisser complètement dans la narration et de ne pas heurter en fait par des ruptures de lecture. Et alors qu'est-ce que ça fait de lire une œuvre pareille à 15 ans? Un grand chamboulement. Alors déjà, j'ai dit que je l'avais lu par amour, mais en fait, dès les 2 premières pages, je me suis complètement déconnectée des conditions qui m'avaient fait rentrer dans cette lecture pour complètement me la réapproprier, parce que cette lecture est venue complètement me happer et entrer en écho avec des préoccupations majeures qui, peut-être, sont le lot de tout jeune adulte, grand adolescent. Et ça a marqué en fait réellement mon entrée en littérature et plus singulièrement mon entrée dans le paysage de la philosophie. Ça a changé ton rapport à la lecture? En fait, avec un regard rétrospectif, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de lecture avant. Si, il y a la saga Harry Potter qui m'avait, je me souviens, la saga Harry Potter, la saga des Twilight, qui m'avait emporté aussi, mais plus parce que, voilà, ça avait été sur le temps long, comme il y a plusieurs volumes et tout. Mais quand j'essaie de me souvenir de ce que j'ai lu avant les Carnets du sous-sol, je suis incapable de me souvenir. Et pour moi, il y a eu un avant et un après les Carnets du sous-sol. Et est-ce que ça a informé ta manière de lire toute la littérature, ou seulement Dostoïevski, ça a été un point de départ pour un amour de la lecture, ou surtout pour un amour de Dostoïevski au départ? Surtout pour un amour de Dostoïevski au départ, puisque ça a pas j'ai eu une frénésie en fait de lecture après. Je crois que j'ai lu pratiquement que du Dostoïevski au moins pendant 1 an, 2 ans. Que du Dostoïevski, j'en ai lu peu finalement, puisque ce sont des romans longs, sauf Les Carnets du sous-sol qui est un petit roman, un petit récit. Ouais, que ça m'a permis de découvrir le monde Dostoïevski. Et Les Carnets du sous-sol, singulièrement, est une œuvre qui fait entrer dans une période dostoïevskienne bien précise, et le format même du récit invite à lire les autres romans qu'il a écrits par la suite. Selon toi, de quoi ça parle, cette œuvre-là? De quoi ça parle? Bah déjà, ça parle. Voilà, on fait la lacanienne de base. Mais ça parle beaucoup. Et
ça traite de gros concepts. On peut les appeler comme ça, un concept un peu terrifiant de la philosophie classique, c'est-à-dire la conscience, la liberté, le libre arbitre, la responsabilité, le bien, le mal, mais toujours de manière incarnée et toujours de manière ultra chaotique, quoi. C'est le but de, je vais dire de Dostoïevski, on n'en sait rien au fond, mais c'est de révoquer tous les principes en les reconduisant perpétuellement, quoi. En créant un monde, un univers du sous-sol qui est absolument instable et qui est peuplé par la perpétuelle fuite des principes et des choses. Et comment on se construit du coup en ayant appris, lu ça? C'est quelque chose que tu as mis du temps à comprendre? Il y a eu plusieurs relectures? Non, il y a eu plusieurs relectures parce que après, quand j'ai fait mon master de philosophie, j'ai travaillé pendant 2 ans sur Dostoïevski et en particulier sur les carnets du sous-sol. Mais dès la première lecture, mais même dès les premières lignes, et d'ailleurs, quand on lira l'extrait plus tard, j'ai choisi précisément de ne pas lire le début pour laisser cette chance aux auditeurs de le découvrir par eux-mêmes. Dès les premières lignes, j'ai été captivée et emportée, quoi. Et une fois qu'on a lu ça, comment on peut aborder la vie, un peu, on va dire sereinement? Bah justement, là, tout est le nœud du... tout est... le paradoxe est là. C'est que cet ouvrage a agi pour moi comme un repoussoir. Comme un tableau du pur cauchemar, puisque ça mettait en acte une énorme crainte que j'avais, celui de l'avilissement. Quand j'ai lu Les Carnets du Sol, j'étais dans une période de ma vie où j'ai connu 2 grands traumatismes. L'expérience d'une perte, d'une tragédie familiale, et aussi le départ de cet homme que j'aimais, de ce premier amour. Et j'étais dans une période qui pouvait être qualifiée peut-être de dépressive, où j'avais perdu... je sentais que j'avais perdu la capacité à faire rire autrui, à être joyeuse, divertissante, comme... pourtant, c'était le rôle qu'on m'avait un peu assigné dans mon groupe d'amis. Et donc, je me disais, quitte à ne plus être sublime, à être enlevée, finalement, le pire était l'insignifiance, quoi. Et donc, j'avais peur, dans certaines situations sociales, de préférer l'ignominie et l'avilissement, en fait, notamment, par exemple, en soirée. J'avais cette tentation-là, en fait, de déchoir complètement, parce qu'au moins, il y aurait eu quelque chose de grandiose, quoi. Et en fait, c'est exactement ce que fait L'Homme du sous-sol. Notamment dans la deuxième partie, encore une fois, où il y a ces scènes mondaines, où il s'expose au dehors. Et pour moi, c'était un tableau de mon pire cauchemar. Et donc ça m'a permis à la fois de déculpabiliser de ce sentiment-là, d'avoir une espèce de poussée vers la crasse, vers l'ignominie, et en même temps de rester vigilante, puisque personne n'envie le narrateur du sous-sol. Et en même temps, on peut peut-être envier une certaine lucidité par rapport au monde, une sincérité aussi dans cette volonté de tout repousser. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu un rapport d'identification au-delà du repoussoir? Si, mais alors là, ça se situe plus sur un terrain de la pensée. La situation sociale et mondaine du narrateur est absolument horrifiante. Cependant, en termes d'individus et d'esprit libre, comme Nietzsche pourrait les appeler, il y a quelque chose d'hyper fascinant de la part de ce narrateur qui va remettre tout en question pour prouver en fait à ces messieurs à qui il s'adresse, puisqu'il y a une adresse directe au lecteur via ces messieurs, ces messieurs qui, eux, sont complètement sous le joug d'idées qui se répandent dans la société russe, mais dans la société occidentale. Et lui, l'homme du sous-sol, va essayer de retravailler à la racine de ces idées pour montrer que, et la démonstration est équivoque, qu'il est finalement lui le plus libre, puisqu'il est capable de se défaire de ses traditions et de ses principes et de penser en dehors d'elles et de questionner précisément ces principes et leurs fondations pour en montrer en fait leur aspect très artificiel et parfois d'une bêtise affligeante. Et du coup, comment on se l'approprie quand on cherche à être un humain qui, on va dire, cherche à s'intégrer à la société, à ne pas se réfugier dans le sous-sol? J'avais entendu aussi que la traduction sous-sol, en fait, il y avait quelque chose dans la langue russe de l'ordre de la clandestinité.
du coup, comment on se l'approprie pour ne pas se réfugier dans la clandestinité ou dans une tour d'ivoire à l'abri de l'humanité? Je pense que la stratégie de la part de Dostoïevski passe par le style. Même s'il y a une fascination qu'on pourrait avoir vis-à-vis des propos du narrateur en disant que c'est un homme d'exception, puisque lui au moins examine sa conscience jusqu'en dans les moindres tréfonds, et lui au moins a la grandeur de savoir qu'il est un insecte, et peut-être même pas d'ailleurs. Mais le style de Dostoïevski est tellement nauséeux que l'expérience de lecture empêche d'adhérer complètement à la fascination du personnage, puisque le corps prend super cher en fait. Le corps du lecteur prend cher pendant la lecture. Comme je l'ai déjà dit avant, c'est très difficile de s'arrêter. On a l'impression d'être pris dans un tourbillon fait par le style de Dostoïevski qui t'emporte et qui te donne la nausée. Mais c'est là aussi où il y a peut-être un peu de l'identification voulue par l'auteur, parce que ça commence par la maladie du narrateur. Il prend la plume parce qu'il a une maladie au foie qu'il ne veut pas soigner. Oui. Donc il emmène le lecteur dans sa maladie, quoi, et dans sa logorée. Exactement, et c'est pour ça que c'est une lecture du corps. C'est que directement, même si la première partie est très, qu'on pourrait qualifier de théorique, puisqu'il va examiner ce qu'est la conscience, ce qu'est la rationalité et tout, mais c'est toujours ancré dans un corps qui souffre. On est dans un endroit crasse, le sous-sol, avec un homme qui est habillé de loques, qui a mal au foie. À aucun moment, le lecteur ne peut prendre en charge complètement l'idéologie du narrateur. Enfin, il n'y a pas d'idéologie, mais d'adhérer, puisque de toute façon, il y a un corps qui reste là et qui doit toujours être pris en compte. Tu as parlé de cette œuvre-là comme un repoussoir qui arrivait très tôt. Repoussoir qui a en même temps été fascination, puisque tu as fait ton travail de recherche de mémoire sur... justement le fluide, le corps. Est-ce que tu peux en parler un peu? Oui, alors du coup pour mon travail de recherche, j'ai travaillé sur toute la période post-bagne, et Les Carnets du sous-sol marquent l'entrée dans cette période littéraire. Il est sorti en 1861. Il faut savoir que Dostoïevski a passé de nombreuses années au bagne, puisque avant il a été accusé de faire partie d'un cercle fourriériste, donc des Russes qui se disaient progressistes et certains d'entre eux plutôt anti-tsaristes. Et il a été accusé d'avoir tenté de fomenter un assassinat contre le régime contre certaines personnes du régime. Et donc il a été envoyé au bagne, il a été sauvé de justesse de l'exécution. Et là-bas au bagne, il a rencontré ce qu'il appelle le peuple, tout simplement. Donc à la fois la lie de l'humanité et en même temps les plus sublimes du peuple russe, ce qui va en fait complètement chambouler sa pensée humaniste du début de sa vie intellectuelle, qui fréquentait des cercles dits progressistes, plutôt de gauche, si on veut tabler sur un échiquier politique assez français. Et donc l'expérience du bagne l'a conduit à ouvrir une nouvelle ère littéraire, désengagé de ses pensées humanistes un peu mièvres du début. Et du coup, il décide de prendre en charge, en fait, toute la crasse qui peut sommeiller à côté du sublime dans les cœurs et les esprits du peuple russe. Et ça initie toute une période d'écriture jusqu'à, à mon sens, Les démons. Donc ça comprend Les Carnets du sous-sol, Crime et châtiment, L'idiot et les démons, où la thématique majeure qui peuple ces quatre romans-là, c'est la souillure, qui agit comme un agent magique. En fait, la souillure, dans les enquêtes anthropologiques, c'est un agent magique qui permet de discriminer ceux qui sont dangereux pour la société, qu'on va pouvoir du coup mettre dans les marges, de ceux qui assurent la bonne santé de la société. Et d'avoir cette thématique perpétuelle de la souillure, avec ces personnages qui s'avilissent entre eux, qui sont mesquins, qui permet d'explorer en fait les abîmes de la conscience de ces personnages et donc du peuple russe. Donc c'est pour ça les fluides, le corps, pour aller chercher cette vérité-là, quoi. Ouais, en fait, de prendre la thématique de la souillure, ça permet à la fois de traiter le corporel, le sensible, avec le théorique. Parce que la souillure, c'est un vecteur sensible de principes qui régissent une société. Et en fait, de donner des corps souffrants
malades, fiévreux, qui suent, qui transpirent, qui sont permet d'incarner les tourments de pensée, les méchancetés crasses qui se diffusent dans l'esprit de ces personnages et qui va aussi venir les marginaliser. Les personnages de Dostoïevski sont pratiquement tout le temps malades et donc ils sont obligés d'aller s'écrouler dans leurs trous parce que souvent des personnages miséreux qui vivent dans des chambres affreuses et donc voilà, ces corps souffrants montrent à la fois les tortures de ces principes qu'ils essayent de mettre en place et en même temps les isoler en fait du reste de la société. Les carnets du sous-sol, tu l'as dit, ça peut apparaître comme une espèce de matrice originale de une bonne partie de l'œuvre, sinon toute l'œuvre de Dostoïevski. Ça a aussi fonctionné pour toi puisqu'il y a eu une obsession pour cet auteur-là. Une obsession comme il y va. Est-ce que tu as lu toute l'œuvre de... Non. Mais une grande partie. Une grande partie, ouais. J'ai surtout lu à fond cette période post-bagne. J'ai lu aussi Les Frères Karamazov, que j'ai un peu plus de mal... que j'avais pas spécialement envie de traiter puisqu'il y a beaucoup de personnages liés à la foi. Bon, il y en a aussi dans la période post-bagne, hein, bien sûr, mais c'est vraiment... Là, ça aurait demandé une démarche d'historien de la Russie, de théologien aussi, s'enquérir de la foi orthodoxe qui me demanderait un travail futur. Et je souhaite aussi me préserver des Dostoïevski. C'est comme Proust, j'ai pas envie de lire toute la recherche du temps perdu en 5 ans. J'ai envie que Dostoïevski et Proust m'accompagnent jusqu'à mes 70-80 ans. Mais justement, comment on s'accompagne d'auteurs parfois durs, alors Proust moins que Dostoïevski, mais comment on les gère au quotidien, on va dire? Ça a secrètement fait place dans ma théorisation des affects et surtout des affects sociétaux. En fait, j'avais l'impression, avant de lire Les Carnets du sous-sol, que mon rapport avec autrui était très artificiel. C'est-à-dire que j'avais l'impression de détecter des enjeux relationnels un peu crasses, avec des enjeux de pouvoir, des enjeux de... Et grâce à la lecture des Carnets du sous-sol, j'ai vu que c'était possible que la relation avec autrui soit en effet pétrie d'enjeux de reconnaissance, d'enjeux de conquête. Et en ce sens, ça m'a aussi apaisée sur le collectif. En tout cas, sur le collectif proche, hein, des gens qui font partie de ton cercle affectif. C'est pas si grave que ça, au fond. Ça existe. C'est certainement des tribulations de l'âme humaine qui sont normaux, finalement. Qui sont, certes, parfois douloureux, mais qui ne sont pas de l'ordre de la normalité. Oui, accepter la souillure, ça permet de mieux accepter l'humanité. Exactement. On le verra dans le passage tout à l'heure lu, c'est que la souillure permet aussi la salvation. Et donc, tomber au plus profond de la crasse, c'est aussi certainement pouvoir se relever et goûter à cette expérience inverse qui est de on peut toujours se relever et se sublimer et s'élever. Revisite par la crasse du mystère pascal de la résurrection. Il faut mourir pour ressusciter. Exactement. Tu nous parlais de cet extrait, justement. Est-ce que tu peux nous le présenter avant de le lire? Oui, alors c'est la toute fin des Carnets du sous-sol. Je l'ai choisi déjà parce que je ne voulais pas lire les premières pages qui sont... Si elles ne sont pas connues des auditeurs, en tout cas, je veux leur laisser le plaisir de les découvrir par eux-mêmes. Et il est en miroir de l'ouverture, puisque ce sont les carnets qui vont se refermer. Et il condense, en fait, à la fois la première partie théorique et la logorée conceptualisante et de retravail de ces concepts par le narrateur, et une des scènes de la deuxième partie, une des scènes mondaines, où il va aller voir une jeune prostituée, dont il va certainement tomber amoureux, en tout cas pendant quelques minutes, quelques heures, et qu'il va pourtant humilier, puisque c'est plus fort que lui. Tout était calme,
La neige tombait à gros flocons, presque en ligne droite. Elle couvrait d'un coussin le trottoir et la rue déserte. Pas un passant, aucun bruit. Les réverbères clignaient, moroses et inutiles. Je courus quelques 200 pas jusqu'au carrefour et je m'arrêtai. Où est-ce qu'elle est partie ? Pourquoi je lui cours après ? Pourquoi ? Tomber devant elle, sangloter de remords, lui embrasser les pieds, implorer son pardon ? C'était cela que je voulais. Toute ma poitrine se déchirait. Jamais je ne repenserais à cette minute avec indifférence. Mais pourquoi, me disais-je soudain ? Ne vais-je pas la haïr, peut-être, dès demain, pour cette raison même qu'aujourd'hui je lui ai embrassé les pieds ? Est-ce que je lui donnerai le bonheur ? Est-ce que je n'ai pas su une nouvelle fois aujourd'hui même ce que je valais ? Est-ce que je finirai pas par la tuer ? Je restais là dans la neige, scrutant cette obscurité trouble. Je pensais à tout cela. Ne serait-il pas mieux, oui, ne serait-il pas mieux, fantasmais-je, une fois rentrée chez moi pour étouffer avec mes fantaisies la douleur bien vivante dans ma poitrine ? Ne serait-il pas mieux qu'elle emporte avec elle, maintenant, pour toujours, son humiliation ? L'humiliation, mais c'est une purification. C'est la conscience la plus amère, la plus douloureuse. Dès demain, je lui aurais souillé l'âme à mon contact. Maintenant, l'humiliation, en elle, elle ne mourra jamais. Et l'ordure qui l'attend aura beau être sale, l'humiliation l'élèvera et la purifiera, par la haine. Peut-être, et le pardon. Encore que, est-ce que ça sera plus facile pour elle ? C'est vrai pourtant. Je me pose une question complètement oiseuse. Que vaut-il mieux ? Un bonheur bon marché ou une souffrance qui coûte cher ? Non, mais que vaut-il mieux ? Voilà ce qui me passait par la tête, le soir même, comme je restais chez moi, à demi-mort de souffrance morale. Jamais je n'avais encore supporté tant de souffrance et de remords. Mais pouvait-il y avoir le moindre doute quand je bondissais hors de chez moi que je ne rebrousserais pas chemin en plein milieu ? Je n'ai jamais pu rencontrer Lisa, et je n'ai plus entendu parler d'elle. J'ajouterai aussi que pendant longtemps, je suis restée content de la phrase sur l'utilité de l'humiliation et de la haine, bien que moi-même, j'ai failli tomber malade d'angoisse à ce moment. Même maintenant, après tant d'années, tout cela fait trop pas bien dans mon souvenir. Il y a beaucoup de choses maintenant qui me restent pas bien. Mais ne vaudrait-il pas mieux achever les carnets ici ? J'ai l'impression que j'ai commis une erreur en commençant de les écrire. Du moins ai-je toujours eu honte pendant que j'écrivais ce récit. N'est-ce pas ? Ce n'est plus de la littérature, c'est une peine de redressement. Car raconter par exemple de longs récits sur la façon dont j'ai gâché ma vie dans mon trou, la désagrégation morale, l'absence de milieu, la perte du vivant et ma méchanceté vaniteuse dans mon sous-sol, je vous jure, cela n'a pas d'intérêt. Le roman a besoin d'un héros, et là, exprès, sont réunies toutes les caractéristiques d'un anti-héros, et puis surtout, cela fera une impression des plus désagréables, parce que nous avons tous perdu l'habitude de la vie, nous sommes tous plus ou moins boiteux. Nous en avons tellement perdu l'habitude même qu'il nous arrive parfois de ressentir une sorte de répulsion envers la vie vivante. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas supporter qu'on nous rappelle qu'elle existe. Car où en sommes-nous arrivés ? La véritable vie vivante, c'est tout juste si nous ne la ressentons pas comme un travail, comme une carrière presque. Et nous sommes tous d'accord, au fond de nous, que c'est mieux dans les livres. Et pourquoi nous agitons-nous parfois ? Pourquoi délirons-nous et demandons-nous quoi ? Nous ne le savons pas nous-mêmes. Ce serait pire pour nous si nos prières délirantes se trouvaient exaucées. Tenez, essayez donc, mais oui, donnez-nous par exemple plus d'indépendance, déliez-nous les mains à tous, élargissez le champ de nos activités, relâchez la surveillance et nous, je vous assure, la première chose que nous ferons, c'est de redemander qu'on nous surveille. Je sais peut-être qu'après ce que je viens de dire, vous allez vous fâcher contre moi, vous hurlerez, vous taperez des pieds. Oh là, parlez au moins pour vous de vos petites misères dans le sous-sol, mais de quel droit dites-vous « nous tous » ? Permettez, monsieur, je ne pourrai pas me justifier de toute façon avec cette « nous-toucité ». Pour ce qui me concerne personnellement, tout ce que j'ai fait, c'est, dans ma vie, d'amener à la limite ce que vous-même, vous avez peur d'amener ne serait-ce qu'à la moitié, tout en prenant en plus votre lâcheté pour du bon sens, ce qui vous console et qui vous berne. Si bien que de nous tous, c'est moi sans doute qui ressort le plus vivant. Mais ouvrez donc les yeux. Nous ne savons même pas où il vit ce vivant-là et ce qu'il est vraiment et comment il s'appelle. Laissez-nous seuls sans les livres et nous serons perdus, abandonnés. Nous ne saurons pas à quoi nous raccrocher, à quoi nous retenir. Quoi aimer, quoi haïr, quoi respecter, quoi mépriser. Même être des hommes, cela nous pèse. Des hommes avec un corps réel, à nous, avec du sang. Nous avons honte de cela. Nous prenons cela pour une tâche et nous cherchons à être des espèces d'hommes globaux fantasmatiques. Nous sommes tous morts-nés, et depuis bien longtemps, les pères qui nous engendrent, ils sont des morts eux-mêmes. Et tout cela nous plaît de plus en plus. On y prend goût. Bientôt, nous inventerons un moyen pour naître d'une idée. Mais ça suffit. Je n'ai plus envie d'écrire, moi, du fond de mon sous-sol. Pourtant, ce n'est pas là que s'achèvent les carnets de cet homme paradoxal. C'était plus fort que lui, il a continué. Mais il nous semble, à nous aussi, que c'est ici que l'on peut s'arrêter. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cet extrait ? Alors déjà, pour les tout derniers mots de l'extrait, où il dit « ça suffit, je n'ai plus envie d'écrire moi au fond de mon sous-sol », c'est que
Quand j'ai lu ces mots, quand j'avais 15 ans, je me suis sentie abandonnée. Bon, c'est le propre de tout roman, ou de toute série, de tout film, c'est que quand le lecteur referme le livre, il a l'impression de se faire abandonner. Mais là, c'est d'autant plus crasse, que on a passé notre temps à haïr ce personnage, à lui en vouloir aussi de nous mettre face à nos propres complexités et tréfonds de notre âme. Et là, il nous abandonne. Comme ça. Il était reparti pourtant. Il était reparti dans sa logorée infernale qui est encore plus chaotique qu'au début. On n'y comprend plus rien. Même au niveau de la syntaxe, on ne sait plus qui dit quoi. Parce qu'il y a des passages qui ne sont pas entre guillemets où on pourrait croire que ce sont les messieurs qui pourraient penser ça de lui. Et finalement, c'est comme s'il les reprenait à son compte. Tout se contredit. Donc on est reparti dans une vague infernale. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous lâche d'un coup, comme ça. Mais les mots, les quelques derniers mots en fait de celui qui rapporte les carnets, puisqu'il y a un petit passage je sais pas comment on appelle ça, en exergue, je crois que c'est le terme. Bah c'est Dostoïevski qui dit qu'il rapporte en fait des carnets qu'il les a trouvés. Et les quelques derniers mots de conclusion, finalement, nous guérissent un peu de cet abandon complet et total du narrateur, puisque il nous dit que le narrateur a continué à écrire et que en fait c'est une invitation de la part de Dostoïevski à entrer dans la nouvelle ère romanesque qu'il est en train d'initier avec les écrits post-Bagne. C'est ce qui fait qu'on est amené à lire du coup l'œuvre élargie. Alors qu'on aurait pu penser que précisément c'est l'auteur qui nous retire à la logorée, puisque c'est pas tant lui qui nous abandonne que nous qui sommes exclus de l'écriture qui vient. Exactement, ouais. Et c'est une invitation à ne pas se complaire dans ce point de vue-là. En fait, Dostoïevski, ce qu'il va faire après avec ses autres personnages, c'est d'explorer à chaque fois des points de vue de personnes dans les marges, malades, souffrantes, exclues, mais qui ne sont pas... c'est pas une fatalité d'être l'homme du sous-sol. On peut vivre dans les marges, ce qui est le cas en fait de tout le bas peuple russe qu'il affectionne par sa foi... Mais ce n'est pas une fatalité. Le monde n'a pas à être aussi noir, malgré la vie dans les marges, que celle que présente, dans laquelle vit le narrateur des Carnets du sous-sol. D'autant plus que c'est Dostoïevski qui va amorcer ce qui a été analysé dans le monde occidental comme la polyphonie romanesque. Théorisée par Bakhtin. Exactement. Et justement, là, on peut avoir l'impression que ce seul point de vue, même très condensé, en fait, ne demeure qu'un point de vue, et que c'est avec justement cette polyphonie, donc ces voix qui dialoguent entre elles, qu'on va accéder au roman. Et précisément, dans l'extrait, là, il refuse l'idée de roman, l'idée de héros, en se montrant comme un anti-héros, quoi. Exactement. Et puis en plus, là, on parle on a dit que c'était un point de vue, celui du narrateur des sous-sols, mais c'est pas vraiment exact, puisque il passe son temps à se dire et à se dédire, à dire, là, je vous ai dit ça il y a 3 lignes, mais en fait, j'aurais pu dire complètement le contraire, parce que ça me plaît. Et donc, c'est à la fois une exploration par une conscience de ce que pourrait être finalement le champ des possibles, et en même temps, c'est la présentation d'un caractère, quoi. D'un caractère qui choisit d'être en perpétuelle fuite de ce qu'il est, de ce qu'il prétend être. Et donc, il y a déjà, en fait, condensé dans ce roman, en effet, la polyphonie qui sera, elle, déployée dans le reste de son œuvre. Et finalement, dans le propos, dans le fait de se dire, se dédire, et dans les marques de la méta-littérarité de l'œuvre, donc à savoir celui qui écrit, qui dit qu'il est en train d'écrire, qui fait référence à l'acte même. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu une ode à la fiction, à la littérature comme mode d'expression, quoi? Si, exactement. Mon avis est que la littérature, mais ça c'est, mon avis, pas du tout. Je souscris à Deleuze et Guattari. Bon, on va éviter de rentrer dans du trop théorique et en plus que je ne maîtrise pas vraiment exactement. Mais la littérature, en fait, c'est une proposition d'agencement. C'est-à-dire que, mais tout est, bon, bref. Mais singulièrement l'art et la littérature, c'est-à-dire que la littérature est là pour réinventer des positions dans un champ, qui est celui du roman.
Et c'est exactement ce que propose de faire le narrateur, et il le dit en plus qu'il le fait, que si ça lui plaît que 2 et 2 fassent 5, eh ben il le fera, parce que c'est possible. Et c'est possible, et là on entend la voix de Dostoïevski, c'est possible parce que c'est de la littérature. Mais au fond, peut-être que oui, le libre arbitre c'est ça, c'est de dire non, moi je ne me complairai pas à vivre dans un monde où 2 et 2 font 4. Si cela me plaît, 2 et 2 feront 5. Résumé dans la formule, l'auteur propose et le lecteur dispose. Dans cet extrait-là, on voit à quel point il y a une vivacité de l'écriture, il y a une forte prégnance de l'écriture, des mots, du pouvoir des mots, en même temps qu'il y a une très grande référence au corps. Il y a ces deux pôles qui existent. En soi, un mot, c'est du noir sur du blanc, sur une page, c'est toujours propre, un mot. Comment t'expliques cette capacité à relier les deux d'une très grande littérarité, on va dire intellectuelle, et d'une forte présence du corps, de faire ressentir le corps? Selon toi, c'est la jonction, elle est faite par le style? Elle est déjà faite par le style, bien entendu, parce qu'on parle de littérature et que tout grand écrivain incarne les idées qu'il veut véhiculer dans le roman par un style d'écriture. C'est vrai que je sais pas si ça t'a fait cette impression quand t'as lu du Dostoïevski. T'as pas l'impression du tout que c'est un auteur du 19e qui a écrit. C'est on pourrait dire je sais pas si c'est un grand sens de dire d'une modernité incroyable, mais ce n'est pas ampoulé comme la littérature du 19e. Enfin, voilà, je sais plus, il y avait une de tes intervenantes qui disait que je crois que c'était Marie, que quand elle lisait de la littérature avant, elle était là, mais moi je ne parle pas comme ça. Donc là, quand tu lis Les Carnets du sous-sol, t'as pas l'impression d'entrer en littérature, t'as l'impression d'assister à une scène dégueu d'un monde interlope dans lequel tu te serais glissé un soir à 3h du matin et assister à une scène d'un homme qui parle, qui éructe comme ça. Et d'ailleurs, ce qui est surprenant aussi, c'est que à deux ou trois reprises, Dostoïevski emploie le mot merde dans la bouche du narrateur. Moi, j'avais jamais vu ça avant, et même encore, dans la littérature du 19e, jamais, quoi. Et après, dans la stratégie narrative, et c'est ça qui fait le caractère aussi de ces personnages un peu médiocres et avilis, en tout cas des Carnets du sous-sol, c'est que ce ne sont pas des grands théoriciens, mais d'ailleurs dans Crime et Châtiment non plus. À chaque fois qu'une idée advient, c'est par des conditions environnementales, objectives, matérielles plutôt, qui font naître une idée. Et donc là, il le dit lui-même, le narrateur, c'est que peut-être tout son venin découle du fait qu'il a vécu trop longtemps, depuis, je sais pas, une vingtaine d'années, il a 44 ans, puis une vingtaine d'années dans son sous-sol. Et que c'est peut-être ça qui lui fait dire ça, et que peut-être s'il avait fait partie du cercle mondain qui va croiser un moment au restaurant de ces fonctionnaires qui, eux, ont trouvé leur place dans la société, peut-être qu'il n'aurait jamais pensé ça. Et son pendant, c'est Raskolnikov dans Crime et Châtiment, qui va tuer une vieille usurière sous prétexte qu'il a un droit à tuer, puisque s'il tue cette usurière et qu'il récupère son argent, il va pouvoir nourrir 1000 bouches, alors que elle jouissait de son argent toute seule. Et en fait, on se rend compte au fil du roman que non, il y a eu une liberté absolue d'un pur désir de tuer, et qu'il se cachait derrière des idées nouvelles, comme Dostoïevski les appelle, des thèses utilitaristes, progressistes, révolutionnaires qui ont cours dans la société russe, et que Dostoïevski critique grandement. Tu l'as dit dans la première partie de ta réponse, c'est dû au style, au fait d'utiliser merde. Tout ça, on le doit quand même un petit peu à la traduction d'Andrei Markovitch et de l'entreprise qu'il a eue de vouloir redonner la violence qu'avait Dostoïevski et qui avait été un peu effacée dans les premières traductions du 19e. Mais justement, parce qu'au 19e, ça se faisait pas. De capter cette fameuse vie vivante, comme le narrateur l'appelle, de capter dans des stratégies littéraires et discursives le réel. Il y avait toujours une espèce de filtre imposé par la littérature qui venait gommer
en montrant quand même que c'est une scène de littérature. Peut-être qu'elle est inspirée de faits réels ou de la réalité, mais ça reste de la littérature, donc mettons un petit filtre pour atténuer tout ça, en fait. Et c'est pas du tout ce que fait Dostoïevski. Mais même, il le fait justement d'abord parce que il choisit de s'immiscer dans un flux de pensée, en fait. Et tu sens la trace du traducteur quand t'as été amené à lire ça. Enfin, tu lis toutes les œuvres dans une même traduction. Alors c'est plus par pétition de principe que par réelle comparaison, hein, parce que j'ai pas un niveau de russe assez élevé pour pouvoir faire des comparaisons. Mais le seul souvenir, qui me convainc en fait de la traduction d'Andrei Markovitch, c'est que j'avais lu en fait en premier les Frères Karamazov en folio, alors traduit par je sais plus qui, et que ça m'avait paru un peu sans goût, sans saveur. Et quand j'ai lu les Carnets du sous-sol après. J'avais lu les Frères Karamazov juste après les Carnets du sous-sol. Je m'étais dit comment ça se fait que je sois aussi déçue par les Frères Karamazov alors que j'avais été autant emportée par les Carnets. Et en plus, en sachant que les Frères Karamazov, tout le monde loue ce roman comme le point d'aboutissement en fait de l'œuvre de Dostoïevski. Et j'ai comparé en fait, j'ai relu quelques passages des Frères Karamazov juste après dans la traduction d'Andrei Markovitch, et c'était sans commune mesure. Donc oui, je pense que tout le monde le dit, il y a un travail de traduction fou, quoi. Pour revenir un peu à l'extrait, il y a donc tout ce passage-là où il éructe contre le genre humain, mais tout en le faisant contre lui-même, et que c'est une littérature de l'individu par rapport à la société. C'est plutôt un pendant, si on a appliqué un spectre politique à la littérature, c'est plutôt un pendant de la littérature, nous, dans notre traduction française, on va dire la littérature de droite. Tu vois, quand on va lire quelque chose comme ça, on va penser, alors réactionnaire serait plus juste, mais on va penser à Huysmans, à Céline, à Drieux d'une certaine manière. Est-ce que Dostoïevski, ça permet un peu de se vacciner de préjugés idéologiques avant la lecture de la littérature? Pour résumer, est-ce qu'une fois qu'on a lu Dostoïevski, on se sent armé à tout lire, ou est-ce qu'on a encore des repoussoirs en disant non mais je peux pas lire Céline, c'est un collabo, ou je peux pas lire Drieux pour les mêmes raisons? Si Dostoïevski avait été un Français, certainement qu'on aurait eu la même réaction en fait, en disant que c'est un conservateur, qui en plus un conservateur qui a dénié ses positions de jeunesse progressiste. C'est un conservateur qui n'est pas bête et méchant, il révoque pas toute une pensée traditionnellement attachée à la gauche, qui est une prise en charge du peuple. C'est pas du tout un auteur aristocratique comme l'ont été deux autres des grands romanciers du 19e. C'est pas un conservateur qui souhaite conserver un ordre social strict, fait de grandes disparités. Il a loué la fin du servage qui a été mis fin quelques années avant l'apparition des Carnets du sous-sol. Et oui, c'est ça, c'est que il y a certes une critique en fait des pensées humanistes, des dits progressistes, notamment des thèses utilitaristes qui pensent qu'en fait que l'humain sera sauvé par une vision très précise de ce qu'il est, donc comme ils le disent dans les carnets, une goupille d'orgue. Mais ça se fait pas au détriment du but que les progressistes visent. Lui, Dostoïevski, quand il adopte une position conservatrice, c'est parce qu'il pense que c'est le meilleur biais pour l'élévation du peuple russe et du bas peuple russe. Et d'un point de vue de la littérature, est-ce que le fait, je veux dire en des termes triviaux, mais de lire du dégueulasse et d'éprouver un intérêt pour la littérature en ce qu'elle est littérature, ça permet d'être amené à lire des auteurs, on va dire, plus sulfureux. Ça induit une certaine éthique vis-à-vis de la littérature en disant je lis ça, mais je peux lire, je sais pas, du Despentes ou du Brasillac. Oui, complètement, parce que, en fait, je sais pas si, là, pour le coup, je sais pas si c'est Dostoïevski qui permet de faire ça. Là, c'est plus de l'ordre de l'intelligence du lecteur, hein.
si, quand t'es lecteur, t'as peur de lire une page de Brasillac, de Céline, de peur parce que c'est pas correct, c'est que au fond de toi-même, t'es pas très serein avec qui t'es. Hein. C'est que t'as quand même un peu peur de te laisser happer par des idées crasses, quoi. Donc je sais pas si Dostoïevski peut agir comme une aide, en fait, comme une propédeutique à la lecture de ce genre d'ouvrage. Je sais pas, là je pense que c'est plus du ressort en fait de vous lecteurs, faites un travail d'examen de votre conscience avant. Bon après un travail d'examen c'est ce que fait en acte, examen de conscience c'est ce que fait en acte le narrateur. Donc peut-être. On a parlé de la traduction de Markovitch. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres, on va dire, contemporaines ou en tout cas postérieures qui te sont apparues comme des adaptations de près ou de loin de Dostoïevski, je dis ça même en idée, hein, ça peut être en musique, en film, en BD, est-ce qu'il y a des choses qui, n'étant pas forcément des adaptations stricto sensu de Dostoïevski, t'y ont fait penser? Bah déjà, je voudrais déjà parler d'un truc, c'est qu'on peut parler de roman russe. C'est que Dostoïevski lui-même, et il a invité d'autres de ses contemporains à participer à la constitution de ce qu'on appelle le roman russe. Et le roman russe est souvent marqué par le peuplement de petits personnages. Là, nous, on a affaire à un petit fonctionnaire un peu crasse, un peu débile, soit inadapté. Donc voilà, déjà il y a ça. Donc il y a tout un bain qui va, on va dire, jusqu'à... Je connais pas bien, hein, j'ai pas une culture de la littérature russe super conséquente non plus, mais on peut dire jusqu'à Tchekhov, il y a eu un grand 19e siècle de la littérature russe. Après, au niveau du journal, du flûte... J'ai pas vraiment trouvé d'équivalent. Si, il y a le flux de conscience. Il y a eu toute une tradition anglo-saxonne avec Virginia Woolf du flux de conscience, comme là, en fait, on a affaire. J'ai vu, en tout cas souvent au théâtre, bon nombre de nos contemporains faire des collages de Dostoïevski, souvent pour apporter une espèce de caution grandiloquente à ce que eux faisaient sur scène. Voilà, une réutilisation de Dostoïevski un peu, reprendre des phrases chocs, reprendre des grands chapitres, notamment le chapitre du Grand Inquisiteur dans Les Frères Karamazov, qui est très connu. Mais non, je crois que j'ai jamais trouvé d'équivalent à... Si, là, je suis en train de lire Les Désarrois de l'élève Torless de Robert Musil, et je crois que Musil a beaucoup baigné dans la littérature de Dostoïevski. Et je retrouve, mais j'ai lu que 100 pages, hein, donc je retrouve les tourments de la conscience, et là d'un jeune adolescent en construction qui voit le monde en fait complètement, le monde intérieur et extérieur s'imbriquer de manière ultra angoissante parce que il est au moment de la formation de l'esprit adolescent qui le plonge dans des tourments horrifiques. Et t'avais vu l'Idiot en 2014, non? C'était Macaigne? Non, je l'ai pas vu du tout. On en a beaucoup parlé. Je suis triste d'avoir loupé ce grand moment de théâtre. Que t'es pas un si grand moment de... Ah bon? Bah, c'était moi en jeune hippocagneux qui découvrait un peu plus en avant le théâtre. Je voyais, waouh, il y avait plein de trucs. Il y a un côté très blockbuster parce qu'on avait de la terre qui nous était jetée et tout. Ah wow. Mais je crois que ce qui m'avait plus marqué, c'était ce que Macaigne en avait dit. Il dit qu'ils avaient... on lui avait fait le reproche que ça criait tout le temps dans la pièce. Il dit, mais quand on a lu L'Idiot, on s'est rendu compte que ça criait tout le temps. Ouais. Et je me suis rendu compte, moi, en relisant Les Carnets du sous-sol, que dans ma tête, cette espèce de flux constant, ça faisait que il criait tout le temps, le narrateur criait tout le temps. Et moi, dans ma tête, la petite voix, elle était... Ah ouais, c'est fou parce que moi, je le vois plus comme un peu un Gollum, tu vois. Genre, un peu recroquevillé. Plutôt comme ça que crier. Il y a des romans qui s'y prêtent plus, par exemple Les Démons, où c'est des grandes scènes de conflits politiques entre des gens qui ne s'écoutent pas et qui ne s'entendent pas et qui sont bêtes. Là, ça crie. Mais avec Carnet du Sol, c'est fou, moi je voyais pas ça comme un cri. Mais je crois que j'ai été trompée aussi par... Il y a eu beaucoup de lectures faites maintenant par Hubert Félix-Stéphan, récemment par Arthur H, où c'est très lent, très caverneux. Et donc, pour moi, ça crie pas tant que ça. Ça couine, plutôt. On va pouvoir passer à la toute dernière partie, à la conclusion. Mais avant ça, est-ce qu'il y aura quelque chose que tu aurais voulu dire et que t'as pas pu dire et que tu voudrais ajouter? Non, je voudrais juste ajouter qu'en fait, on sort pas indemne de cette lecture.
Vraiment, mais corporellement. C'est un réel tourbillon qui s'ouvre et qui frappe. Donc, attention. J'ai un peu pleuré. T'as pleuré? Ouais, mais enfin pas le truc, mais l'espèce de bourdon, tu sais, qui est là, et puis ça finit par tu suffoques. un peu déborder, tu vois. Ouais. Espèce de... Ouais, tu suffoques. Quand j'ai lu pour la première fois les carnets du sous-sol, au bout de la 3e page, je suis allée vomir. Je vous le confesse. Bon, après, peut-être que j'étais malade, mais c'était de l'ordre pratiquement de l'insupportable, quoi. Et de l'insupportable fait avec très peu d'artifice. C'est pas comme, par exemple, je sais pas, du Graciano qui a écrit Au pays de la fée électrique, où il montre des scènes de torture et de viol horribles, où là, en effet, tu peux... Enfin, on comprend mieux, en fait, les stratagèmes pour... Non, c'est avec quelques phrases et quelques procédés stylistiques qui te donnent la nausée. On va passer à une question plus légère. Tu te destines à devenir libraire. Qui est-ce que tu conseillerais ce livre? Je l'adresserai à ceux qui n'aiment pas la lecture, qui pensent que la lecture c'est quelque chose de chiant, où et leur esprit il s'évapore assez vite parce que la lecture n'arrive pas à capter leur attention. Là, je pense qu'il y a tous les ingrédients en fait pour ressentir ce qu'est censé faire la littérature, c'est-à-dire te happer et ne plus vouloir te lâcher jusqu'à la fin, en fait. Quelles sont les 2 couleurs que tu associes à cette lecture? Avec, bien évidemment, le marron, pour le sous-sol, la crasse, l'insalubrité, la merdasse, quoi, hein, y a pas d'autre mot. Et je dirais le blanc cassé, parce qu'on est en Russie, qu'il neige, qu'il fait super froid, que tout est humide, que c'est un combat pour les miséreux que de vivre dans ces conditions-là. Mais c'est un blanc cassé puisque c'est toujours de la neige souillée. Hein. On n'est pas... c'est une neige de ville, de Saint-Pétersbourg, qui a été, encore une fois, elle aussi souillée par les bottes boueuses des passants. Et quel serait le mot ou la phrase que tu associerais à cette lecture? C'est l'exploration des marges. Là, je l'applique aussi encore une fois, à toute l'œuvre de Dostoïevski. C'est déjà au niveau spatial, c'est descendre dans le sous-sol. C'est aller voir quelqu'un qui a décidé de rompre avec la société, avec autrui, plutôt. Parlons pas de société, parce que ça véhicule trop un aspect politique, non, avec autrui. Et ça permet aussi, en fait, de manière plus théorique, en fait, d'aller explorer des nouveaux principes qui pourraient peut-être régir nos esprits. Et notamment, ce principe serait que vaut la rationalité, bête et méchante, face à une liberté et un libre arbitre qui est a priori absolu. Au vu de ce que font les humains, le libre arbitre est quand même assez grandiose. Et donc, avec ce libre arbitre et cette liberté totale, où est-ce qu'on peut aller? Dans plein de marges. Donc la marge qui ont pris de soi. Exactement. Au plus profond de soi-même, dans les confins de son territoire, même. Eh bien, merci beaucoup, Emma. Merci à toi, Maximilien, d'avoir reçu. Et puis, à bientôt à nos auditeurs et nos auditrices pour une prochaine émission.
Svani